La structure du noyau atomique a été mise en évidence au cours des années 1930, période où la radioactivité artificielle a été découverte. Les rayonnements alpha, utilisés comme projectiles, jouaient déjà le rôle de véritables sondes pour explorer la matière nucléaire. Puis d'autres sondes légères, comme les protons, ont permis de déduire certaines caractéristiques essentielles du noyau et de le définir comme un ensemble de protons et de neutrons placés dans un puits de potentiel. Les états d'énergie des nucléons peuvent être représentés selon un modèle régi par la mécanique quantique, inspiré de celui des électrons de l'atome. On obtient ainsi la même représentation symbolique des niveaux d'énergie, mais le noyau est 100 000 fois plus petit que le cortège électronique et met en jeu des énergies des millions de fois plus grandes. Mais si un noyau est constitué de particules indépendantes, il semble réagir aussi comme un ensemble plus ou moins homogène, telle une goutte ayant les propriétés globales d'un fluide dense et visqueux. Cette interprétation permettait, dès 1940, d'expliquer les phénomènes de fission. Si l'utilisation de sondes légères reste capitale pour appréhender certains aspects microscopiques du noyau, les bouleversements violents provoqués par la collision noyau-noyau ont fait progresser nos connaissances de manière spectaculaire. Ces collisions sont rendues possibles en accélérant en faisceau des atomes ionisés, les ions lourds. Le trajet d'un faisceau et son impact sur la cible ont pu être visualisés ici par l'introduction d'un gaz et d'un corps solide judicieusement choisi. Les collisions nucléaires induisent des réactions, tout comme à une autre échelle, l'agitation thermique provoque le choc et la rencontre des molécules. L'analyse des produits de la réaction nucléaire permet de faire un bilan énergétique un peu comme on le fait en chimie. La production de faisceaux d'ions lourds a été possible grâce à la dernière génération d'accélérateurs. Ils ont permis de communiquer aux ions lourds des vitesses comparables à celles des particules légères. Il est cependant indispensable au départ d'ioniser fortement les atomes pour leur enlever un maximum d'électrons. Au sein de la source d'ions, on crée un plasma dont on extrait les atomes fortement épluchés. Ces techniques permettent d'utiliser comme projectile la quasi-totalité des noyaux, du lithium à l'uranium. Avec le cyclotron, on peut accélérer ces ions lourds à différentes vitesses en ajustant le champ magnétique et la fréquence d'accélération à la masse et à la charge des projectiles. Les noyaux transportent alors des énergies considérables en rapport avec leur masse atomique. La brièveté d'une collision est telle, 10 puissance moins 22 secondes, qu'aucun système ne permet de l'observer directement. Cette impossibilité a exigé la mise au point de méthodes qui permettent, en analysant les seuls débris de collision, de reconstituer ce qui s'est passé. La chambre à réaction est une enceinte sous vide où débouche le faisceau. Autour de la cible est disposé tout un ensemble de détecteurs gazeux ou solides. Ce sont eux qui recueillent des informations sur chaque produit de réaction. Vitesse, énergie, masse, numéro atomique, mais aussi la fréquence de l'événement et sa direction par rapport à la cible.
Dès qu'ils sont sollicités, les détecteurs délivrent des signaux électroniques caractéristiques. Le temps de vol mesuré entre les deux premiers détecteurs fournit une vitesse. L'énergie perdue dans ces deux détecteurs et l'énergie résiduelle enregistrée dans le troisième permettent d'accéder à la masse atomique du produit de collision. Une série d'études a été ainsi poursuivie sur certains types de collisions, par l'emploi de noyaux spécifiques en tant que projectiles ou en tant que cible. À l'heure actuelle, un grand nombre d'atomes a déjà pu être projeté sur d'autres noyaux. La mise en place de chaque expérience demande une longue et minutieuse préparation. Le bombardement par faisceau d'ions lourds doit se faire à un rythme judicieux. Ceci afin de recueillir les événements un par un, sans risque de mélanger les produits de plusieurs collisions successives. C'est bon là? Ça combien là en chef? 237. Tous les signaux obtenus doivent être contrôlés, étiquetés, adressés, pour être ensuite stockés sur bande magnétique. L'analyse se fait en partie pendant l'expérience, mais l'interprétation complète ne peut se faire qu'après. Le nombre de collisions doit être par ailleurs suffisamment grand pour que le résultat ait une réelle valeur statistique. Tu l'as pas effacé le premier. Tu vois le maxi quelque part. Tout ce protocole à respecter fait que la saisie des données dure des heures, des jours, des nuits. Puis après tu redescends. Alors tu vois qu'ici on va pas assez loin. Après l'expérience, les calculs et l'interprétation de tous les signaux récoltés exigent encore des mois d'études. Les premiers résultats apparaissent. Chaque produit de réaction est identifié. Masse, numéro atomique, vitesse, direction, mais aussi rythme de production. Connaissant ainsi les voies d'entrée et les voies de sortie, il devient possible de reconstituer ce qui s'est passé, non seulement pendant les 10 puissance moins 22 secondes de collision, mais aussi pendant la phase un peu plus longue du réarrangement nucléaire qui a immédiatement suivi. La clé de cette fameuse boîte noire réside dans l'application de tout ce qu'on connaît des lois classiques de la physique, des lois de la mécanique, des lois de la conservation des quantités de mouvement et des énergies. Toute une phénoménologie de la collision à l'échelle nucléaire a pu être ensuite élaborée. Lorsque la vitesse de collision atteint près de la moitié de la vitesse de la lumière, c'est une véritable boule de feu qui se désagrège en libérant presque instantanément une partie de ses constituants. Si la vitesse de collision n'est pas trop grande, c'est-à-dire inférieure à 10% de la vitesse de la lumière, et que la collision est suffisamment frontale, il se produit une fusion en un seul noyau. L'expérience montre la rotation de ce nouveau noyau et même ses oscillations. L'énergie cinétique est en grande partie absorbée. Il en résulte une température interne de 100 milliards de degrés qui agite fortement les nucléons. La désexcitation du noyau se produit lorsqu'un ou plusieurs nucléons disposent d'assez d'énergie pour sortir. Le noyau se refroidit et finalement, il y a émission de rayonnement électromagnétique gamma. Cette fusion produit de nombreux isotopes dont certains, très loin de la stabilité, sont appelés exotiques.
Souvent, le projectile ne frappe pas le noyau cible de façon suffisamment frontale. Alors, la fusion ne se produit pas. La théorie microscopique de ce phénomène nucléaire a pu être effectuée à l'aide de gros ordinateurs. Elle a permis de générer l'évolution du système noyau-noyau en fonction du temps. Au contact, les deux noyaux se soudent en un système nucléaire à deux centres. Une partie de l'énergie de translation passe en énergie de rotation, une autre passe en oscillation de densité. L'amortissement des oscillations conduit à un échauffement du système. Finalement, il y a séparation en deux noyaux excités qui présentent une distribution de masse et de numéros atomiques proches des valeurs d'origine. Leur énergie cinétique finale correspond à la seule répulsion coulombienne. L'énergie emmagasinée est dissipée par les deux fragments. Plus le paramètre d'impact, c'est-à-dire le moment angulaire, devient grand, plus les effets de rotation sont marqués. La reséparation est de plus en plus rapide et les noyaux sont libérés avec un mouvement propre de rotation très grand, le haut spin. En réalité, la variété des phénomènes observés est encore bien plus grande, et les modèles, aussi raffinés soient-ils, ne permettent pas d'en décrire toute la richesse. Telle cette rupture en trois fragments distincts et massifs. Ou bien encore, cette apparition de petits constituants à partir du col de scission, si bien simulé à l'échelle macroscopique par ces images de simples gouttes d'eau filmées au ralenti. Toutes ces données ont permis d'aboutir à des caractéristiques de base sur la cohésion, la viscosité, la fluidité, les oscillations de surface de la matière nucléaire, et donc à définir une véritable théorie dynamique du noyau, qui s'apparente curieusement à de nombreux systèmes macroscopiques. Mais comme presque toujours, l'ouverture d'une nouvelle vision de la nature pose de nouvelles questions. Le noyau atomique est un micro-laboratoire encore très mystérieux, dans lequel plusieurs états inconnus de la matière pourraient exister, et où les forces de cohésion ne sont pas encore clairement élucidées.